Il y a des changements de différents types dans la vie. La température, les différentes sensations du corps que l'on a selon l'endroit où l'on se trouve, la saison, le lieu, etc. Ou encore la maladie, la fatigue. Puis, il y a d'autres types de changements qui dépendent de choses apparemment moins concrètes. Changement de régime politique à l'autre bout du monde, ou en Afrique, chaque premier du mois. Changement de président dans notre République. Changement d'un directeur d'une agence de presse. Toute une série d'événements qui ne nous font en général ni chaud ni froid. Ils n'influent a priori pas en faveur à une amélioration de nos vies, concrètes, pour la population précaire et en difficulté. Ce n'est pas pour autant que c'est vrai forcément dans l'autre sens, à savoir qu'il n'y a pas de lien entre cette précarité et ce maintien d'un système qui se prolonge justement au moyen de cette série de changements à l'intérieur du cadre bien prédéfini. Élections, vote dans les conseils d'administration d'entreprise, etc. Mais il y a des changements qui, sans être à proprement parler astronomiques, n'en bouleversent pas moins une conception du monde et de la vie quotidienne jusqu'aux sensations et les perceptions les plus minimes du quotidien, tel un changement d'atmosphère, de gravité, de pression atmosphérique après une dépressurisation d'une cabine d'avion par exemple, ou une vague glaciale venant du pôle Nord en un rien de temps. Il s'agit d'événements comme les attentats contre les Twin Towers, la seconde intifada, la guerre en Irak, la chute du mur de Berlin, les émeutes de 2005 en France, ou encore les manifestations contre le CPE, 1968, le Front populaire de 1936, la Révolution française de 1789, la Commune de Paris. Ces événements peuvent influer tellement dans la vie quotidienne de chacun, même s'ils sont à l'autre bout du monde, que même notre façon de marcher peut changer, la façon de tourner notre regard dans les rues. Tout comme à la veille d'une guerre civile, le soufre semble venir picoter les narines, les jours de mobilisation, telles celles d'Égypte, Tunisie et du monde arabo-musulman dans son entier, peuvent aller jusqu'à provoquer des hormones à l'instar d'un coup de foudre, de la dopamine, et installer ainsi un sentiment d'espoir inégalé, d'amour fraternel, de justice sans frontières. C'est ce que l'on peut ressentir quand on voit le peuple égyptien défier des tyrans sanguinaires jusqu'à la mort. Un autre visage du monde arabo-musulman est né, et il a été sculpté par les humbles mains du peuple, et non pas par des experts, des spécialistes et des politiques. Celui que les médias nous ont souvent présenté, c'est celui des barbus qui coupent des têtes, mettent des bombes, maltraitent les femmes. Celui qui est né donne sa place aux femmes, voilées ou non voilées, sur la place de Tahrir. Chrétiens, coptes, athées et musulmans, main dans la main enfin, contre la vraie cause du problème. Le pouvoir étatique, le gouvernement et tout le système qui maintient ce type de gouvernement partout dans le monde, et notamment au Moyen-Orient et Maghreb. C'est une image fraternelle, responsable, courageuse, avant-gardiste, exemplaire, qui naît. Toutes les révolutions ne donnent pas forcément quelque chose de bon. Pour l'instant, la révolution égyptienne ne semble pas s'être encore bien décidée à prendre une voie précise. Elle attend, place Tahrir. Mais ce que l'on peut voir déjà peut être prometteur. Il ne s'agit pas de gens qui détruisent, mais ils dansent sur la place, malgré les difficultés matérielles inhérentes à cette occupation place Tahrir. Ils chantent, font de l'humour, dessinent, s'expriment. Essayons de tout faire pour s'en imprégner, pour en tirer les leçons nécessaires, devenir meilleurs ici aussi, en France. De tous les points de vue, en Europe, dans le monde. Essayons d'aider à protéger la révolution égyptienne. Ne la laissons pas tomber aux mains des mêmes politiques, de terroristes ou autres avides de pouvoir qui n'ont que faire des masses populaires. Par exemple, en faisant déjà un travail d'observation, d'échange et de mémoire, notant le moindre détail. Pour que demain, l'on ne vienne pas nous présenter l'événement d'une toute autre façon afin de justifier on ne sait encore quel régime qui pourrait s'installer. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour la révolution iranienne? N'a-t-elle pas été volée à ceux qui l'avaient fait naître? Essayons d'imaginer ce qu'aurait pu être Iran. Aujourd'hui, si les tensions humaines qui s'étaient jadis réveillées avaient trouvé une issue vers laquelle se seraient réunis d'autres peuples en suivant leur exemple, dans un esprit d'ouverture et non de renfermement comme c'est le cas aujourd'hui. Un pays aussi puissant que l'Iran aurait pu offrir au monde entier une autre voie, pas celle dans laquelle nous nous sommes fourvoyés en cette fin de XXe siècle et début du XXIe siècle. Pour ce qui est du calendrier chrétien, certes. Imaginez ce que l'Iran aurait pu devenir pourrait être un moyen, parmi d'autres, d'imaginer ce à quoi l'Égypte peut donner naissance.